C'est depuis le 12 avril 2023 que les centres d'inscription de l'ère opérationnelle 3 sont fermés, sanctionnant ainsi la fin de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans cette partie de la République. Et pendant ce temps, 4 leaders de l'opposition, à savoir Moïse Katumbi Chapwe, Augustin Matata Ponyomapon, Martin Fayoulou Madidi et Deli Sesanga. Et donc, ces 4 leaders de l'opposition exigent notamment l'audit externe de cette opération en vue de doter le pays d'un fichier électoral fiable et intègre, reflétant la réalité démographique de chaque circonscription électorale. Question: quel bilan dressé de l'opération d'enrôlement 4 mois après? C'est pratiquement l'objet de ce nouveau numéro de votre magazine Les élections, parlons-en, qui reçoit pour en parler le chef des travaux Maurice Bonza, analyste politique et électoral, à qui nous disons bonjour et bienvenue. Merci, M. Magloire. Merci, madame, monsieur, à vous qui nous regardez à l'instant précis sur Arc-en-Ciel Télévision. Merci de votre fidélité, puisque vous êtes nombreux en train de regarder Arc-en-Ciel Télévision. Monsieur Maurice Bonza, pour commencer, avec vos lunettes d'analyste politique et électoral, c'est quoi que vous faites comme lecture au sujet de l'opération d'enrôlement et d'identification des électeurs pour ce cycle électoral? Bon, en fait, la lecture que nous faisons autour de ça, d'abord, c'est qu'il faut saluer la tenue de l'opération, mais on a comme l'impression que, comme on l'avait déjà dit bien avant, il y avait une certaine précipitation. Parce que jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, quand on passe par-ci, par-là, on essaie d'observer des choses comme ça s'est passé. Et même maintenant, quand on essaie un tout petit peu de soulever les débats, tant soit peu, dans des endroits divers, on a comme l'impression qu'il y a encore un certain nombre de gens qui n'ont pas pu obtenir des lecteurs. Et ces individus avancent des raisons fondées, d'après eux. Et donc, les bilans qu'on peut présenter en rapport avec la première opération qui a été faite, c'est que c'est un bilan qui est plus ou moins mitigeux parce qu'il y a certaines plaintes, il y a certaines questions qui suscitent beaucoup de problèmes. C'est entre autres Notamment le fait qu'on a enrôlé dans certaines circonscriptions des mineurs, c'est-à-dire des personnes qui n'ont pas qualité d'être enrôlées. Ils ne sont pas en âge de voter. Voilà. Et il y a notamment la deuxième question, c'est qu'on a constaté qu'il y a des centres fictifs. Et ça, vous voyez par exemple, quand on fait la cartographie électorale, il y a des préalables pour arriver à faire une cartographie électorale. C'est comme ça que quand on sillonne, on est en train de cibler les différents endroits où on doit implanter des centres. Et donc, arriver aux différents endroits où les centres, par exemple, sont annoncés être installés, et après on se rend compte que ces centres n'ont jamais été installés. Je crois que ça pose problème. Il y a un autre problème important qu'on ne doit pas négliger, c'est le fait qu'on constate qu'il y a quand même certains matériels de la CENI qui étaient entre les mains des particuliers. Bon, je crois que quand vous essayez d'analyser toutes ces questions, on a comme l'impression que l'opération n'a pas été bien organisée comme il le fallait. Enfants enrôlés, centres fictifs, les kits d'enrôlement entre les mains des particuliers. Est-ce que c'est ce qui peut pousser à certains de considérer qu'il y a eu crise de confiance entre la CENI et les autres parties prenantes? Oui, comment vous voulez, ce sont des signaux qui ne trompent pas. Ce sont des signes précurseurs de la suite qui pourraient être organisés. Parce que, vous savez, aujourd'hui, quand on dit on a installé autant de centres dans une circonscription électorale, on dit on a 100 centres. Et puis, vous arrivez, quand vous sillonnez, vous constatez qu'il y a 80 centres qui sont opérationnels et les autres 20 centres qui sont restés. Les quotas de ces électeurs qui sont attendus, ça va aller où? Et donc, c'est pour que ça favorise un camp. Et ce qui fait que, effectivement, qu'il y ait la crainte, qu'il y ait ces pommes de confiance-là. Et puis, de deux, quand vous constatez qu'on a enrôlé des enfants dans une circonscription X et non dans une circonscription Y. Pourquoi on l'a fait dans une circonscription X et non dans une circonscription Y? C'est toujours dans le souci de favoriser une personne. Et donc, ce genre de choses. Et puis, quand vous prenez les personnalités ou les personnages qui disposent des matériels de la CENI, eh bien, quand vous essayez d'analyser ces différentes personnes,
il pourrait appartenir à quelqu'un. Et donc, quand vous prenez tous ces éléments-là, mis ensemble, et donc les gens pensent que aller dans une élection dans ces conditions, c'est aller dans une élection qui est gagnée en avance. Et par conséquent, il faut avoir des garanties. Et ça, ce sont des éléments palpables pour que la crise de confiance s'installe entre les différents acteurs de l'opposition et les organisateurs de ces élections. Et par rapport aux cycles électoraux précédents, est-ce qu'on peut considérer que la CENI a fait un recul pour ce qui est notamment de l'enrôlement des électeurs? Attention, ça c'est une question importante. Vous savez, dans les études qui sont de plus en plus menées, qui s'intéressent à l'avenir, notamment la prospective politique, nous avons généralement l'habitude de dire que la succession de chaque situation est en vertu du passé et aussi en vertu de causalité. Mais dans le cas d'espèce, je peux tout simplement mettre en cause, je peux mettre en place ce qu'on appelle le passé. C'est vrai, même à l'époque, ça, nous devons être sincères. Il y a certaines pratiques de l'époque qui sont revenues aujourd'hui, notamment la fameuse question d'enrôlement des mineurs. Parce qu'il ne faut pas que les gens disent des choses sans interroger l'histoire. Parce que généralement, on dit, si l'histoire ne se répète pas, le comportement humain se reproduise. Si en 2010, ça, ce sont des gens qui s'intéressent à la prospective politique qui parlent de ça. Si en 2011, en 2006, on a enrôlé des enfants dans certaines circonscriptions, c'était pour quelle fin? C'était pour favoriser X, Y. Et effectivement, X, Y serait favorisé. Eh bien, si aujourd'hui, on observe également ce genre de phénomène, eh bien, on s'est dit, si nous ne faisons pas attention, en y allant aveuglément, nous allons dans une histoire que nous avons déjà perdue d'avance. Et donc, est-ce que entre 2011, entre les autres élections organisées et cette année, est-ce qu'on peut dire qu'il y a recul? Bon, le recul, il n'y en a pas de plus en plus significatif. On dirait que c'est plus la continuité du phénomène qu'on avait dans les élections passées. Donc, on ne peut pas, oui, parce que, comme je l'ai dit ici, il y a des phénomènes qui ont été vécus lors des élections passées que nous continuons à vivre aujourd'hui. La grande question que l'on doit se poser, ce n'est pas celle de savoir, ça s'est fait, ça s'est fait, ça s'est fait. La question qu'on a, c'est de savoir pourquoi ça s'est fait. Pourquoi ça s'est fait? Oui, ça s'est fait parce que les gens... Bon, je ne peux pas aller dans cette théorie parce qu'on estime que dans beaucoup de pays africains, des élections qu'on organise, ce sont des élections sans vote. Attention, je dis bien, dans beaucoup de pays africains, on estime que les Africains votent, mais sans voter. Et donc, on vote, mais ceux qui sont proclamés, ils ne viennent pas de ceux qui ont réellement participé à ces votes-là. Et donc, ils dépendent d'une certaine force. C'est comme ça qu'on pense que c'est une situation des élections sans vote. Mais la question fondamentale, c'est que pourquoi l'on fait ça, comme je l'ai dit, c'est la question qui nous intéresse. C'est plus une question qui est liée à notre culture politique paroissiale qui est centrée sur ce qu'on appelle la prédominance des intérêts locaux. Parce que quand quelqu'un veut tricher pour une élection, le souci n'est pas de servir la nation. Le souci, c'est de se servir. Effectivement, vous n'avez qu'à observer le comportement des dirigeants africains qui viennent au pouvoir dans ces conditions-là. Ils se comportent dans le souci de se servir. Et effectivement, ils se servent. Et donc, l'on en vient à cette autre question. 4 leaders de l'opposition s'étaient réunis à Lubumbashi et ont formulé un certain nombre d'exigences, notamment celle qui consiste en l'audit externe de l'opération d'enrôlement et d'identification des électeurs, en vue de doter le pays d'un fichier électoral fiable et intègre qui devra refléter la réalité démographique de chaque circonscription électorale. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, mais c'est une démarche qui est normale pour eux. Parce que ne pas l'exiger, ça serait pour eux une entorse, une contradiction. Parce qu'il y a des failles qui sont révélées. Notamment, tout ce que je venais de dire ici. Dès lors que des failles sont révélées, il faut absolument exiger l'audit extérieur. Et donc, c'est important pour s'assurer de la sincérité, de la tenue de l'opération
d'enrôlement d'électeurs. Et donc, ça, c'est un élément important. Parce que si on dit qu'il y a des enfants, on spécule qu'il y a des enfants qui ont été enrôlés. Donc, c'est à partir de l'audit externe qu'on doit arriver à prouver certaines choses. Et puis, on doit s'assurer que on a prétendu, parce que d'après les chiffres de la CENI, les électeurs qui sont attendus pour 2023, c'est 50 millions d'électeurs. Les 50 millions d'électeurs attendus, ça s'explique par rapport aux bases existantes. Parce que quand vous prenez les élections de 2006, les élections de 2011, de 2018, avec le chiffre qu'on donne, il y a une certaine cohérence. Et donc, il n'y a pas d'écart significatif. Donc, si on trouve qu'il y a un écart entre ce qui est attendu et ce qu'on a pu réaliser, on doit s'assurer pourquoi. On doit se rassurer pourquoi ça se passe comme ça. Et donc, exiger l'audit externe, c'est un élément fondamental, effectivement, pour la crédibilité de la suite du processus. Alors, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui pensent que la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, n'a pas été capable, jusque-là bien sûr, de ramener au consensus les autres parties prenantes? La CENI n'a pas ramené au consensus les autres, oui, mais qu'est-ce que vous voulez, mais ils ont raison, qu'est-ce que vous voulez, ils ont raison, ils ont des éléments sur lesquels ils se fondent. Parce que déjà, la mise en place de cette CENI a fait l'objet de beaucoup de contestations. Et donc, arriver à produire des résultats comme ils se produisent déjà là, ça signifie que ceux qui remettaient en cause ces bureaux ont raison. Parce que ce que ce bureau a fait, c'est ce qui a été fait lors des élections précédentes et les résultats ont été ce qu'ils ont été. C'est comme ça que je parle du principe du déterminisme. L'avènement de chaque situation est en vertu du passé. Et donc, on tient compte de tous ces aspects-là. Voilà pourquoi ils remettent en cause tout ce qui se passe. Ils n'ont pas tort. Ils partent de quelque part. Est-ce que vous soutenez la thèse de ceux qui considèrent qu'il a existé un dialogue des sourds entre la CENI et les parties prenantes et que cela pousserait à dire que ce processus n'est pas crédible? Oui, comme je vous ai dit, les éléments sont là. C'est que ça veut dire que même quand il y a eu, entre guillemets, les dialogues, ça veut dire que la commission électorale n'a pas suivi les différentes recommandations qui ont été formulées par les différentes parties prenantes. Et donc, c'est fondé, c'est avec raison que cela se passe comme ça. Et pour revenir à l'audit externe, d'ailleurs, la Commission électorale nationale indépendante est sur ce schéma-là. Elle annonce qu'elle fera recours à l'OIF pour cet audit externe. Associer les autres parties prenantes à cet audit ne sera pas une belle manière de crédibiliser le fichier électoral? Si, c'est une très belle manière de crédibiliser, bien sûr, la suite du processus électoral. Dès lors qu'ils sont là, et les experts de la francophonie, et dès qu'on s'assure que tout s'est passé de manière conforme à nos textes, où les anomalies qu'on peut trouver dans le fichier, on va les élaguer, on doit nettoyer. Oui, c'est une bonne manière de crédibiliser la suite du processus électoral. Parce que dès lors que le processus électoral est crédible, et donc ça nous éviterait des conflits sociaux, ça nous éviterait des instabilités, ça nous éviterait beaucoup de problèmes. Et donc ça, c'est très important. Mais si on n'associe pas le parti prenante, et donc le parti prenante pourrait toujours, d'une manière ou d'une autre, remettre en cause ce que les experts de la francophonie pourraient faire. Et donc, ici, la condition sine qua non, effectivement, on doit tenir compte de la participation de ces parties prenantes. Parce que déjà, dans beaucoup de cas, dans beaucoup de choses qui sont faites par la CENI, et regardez même dans la composition même du bureau de la CENI, vous constatez qu'il y a toujours des contestations. Donc, l'opposition n'est pas écoutée en soi. Et ça, c'est un risque. Moi, je crois que ce sont des choses qui devaient être corrigées pour la 4e expérience électorale. Est-ce que dans le passé, cela a été fait, c'est-à-dire à chaque fois que l'on devrait recourir à, disons, faire un audit externe du fichier, l'on recourait à l'OIF? Est-ce que les autres parties prenantes étaient associées à ce travail? Oui, en fait, les autres parties prenantes, effectivement, y étaient associées. Mais il y a d'autres qui pouvaient facilement refuser
en remettant en cause, par exemple, la crédibilité des experts de la francophonie. Et donc, vous voyez, on parle bien de la francophonie. Et donc, ça dépend des experts que l'on va faire venir. Mais si ce sont des experts, par exemple, qui pourraient avoir des affinités avec le pouvoir en place, et donc là, l'opposition peut toujours le remettre en cause. Ce n'est pas parce qu'ils sont experts de la francophonie qu'on doit les prendre comme tels. Et donc, il y a aussi cette question d'affinité qui ne doit pas être négligée. Parce que si on fait venir des amis de la francophonie pour venir auditer notre fichier, et donc les autres peuvent remettre en cause. Et donc, il n'y a pas question de dire que non, il y a les gens de l'extérieur qui sont venus, par conséquent, ça doit être accepté. C'est en fait ça les grandes questions qui doivent être soulevées. À l'heure qu'il est, c'est pratiquement le nettoyage. La CENI est en train de nettoyer le fichier électoral pour enlever tous les cas de doublons, par exemple, pour aussi arriver à répertorier ces mineurs qui ont été enrôlés, ainsi de suite. Et cela, c'est en prévision de la loi sur la répartition des sièges, qui devrait être soumise au Parlement. Mais au regard de ce tableau que l'on vient de tracer tout à l'heure, tout ce qui va avec, est-ce que cette répartition des sièges ne porte-t-elle pas des germes de contestation? Non, mais en principe, si on est sincère, la loi sur la répartition des sièges ne pourrait pas intervenir avant d'auditer le fichier. Parce que, en principe, la CENI doit faire son travail à ce niveau. Il doit purifier le fichier. Il doit enlever les doublons. Bon, bref, le terme qu'on utilise bien, c'est nettoyer le fichier. Donc, pour le purifier. Et donc, quand on doit purifier le fichier, ça veut dire que on va retenir les chiffres exacts. C'est en fonction de ces chiffres exacts qu'on va faire la répartition, qu'on doit répartir le siège. Et là-dedans, on applique toujours ce qu'on appelle le proportionnel. Donc, on va prendre, parce qu'on sait que le nombre de députés, c'est 500. Et si on s'est dit, on a enrôlé autant, on a enrôlé 45 millions. Par exemple, on prend les 45 millions, on divise par le nombre de députés, qui sont 500. Et donc, on dégage le quotient électoral, cette fois-là sur l'ensemble du pays. C'est à partir de ces quotients électoraux qu'on doit aller maintenant par circonscription électorale pour dégager telle circonscription va ressortir autant de candidats, autant de députés, telle circonscription va sortir un député, telle circonscription va se ressortir deux députés, ainsi de suite. Et donc, normalement, comme je l'ai dit, si on est sincère, on doit faire cette opération après l'audit externe. Or, si on ne fait pas, ça je dis bien clairement, si on ne met pas en place cette loi sur la répartition des sièges, ça pourrait avoir un impact significatif sur la suite du processus électoral. L'élection pourrait ou ne pas être organisée en 2023, le 20 décembre. C'est impossible qu'on organise des élections sans savoir telle circonscription va donner combien de députés, telle circonscription va donner combien de députés. Parce que ce qui est vrai, c'est que c'est impossible qu'on reprenne les mêmes chiffres des élections passées. Et donc, il y a des circonscriptions où la population a augmenté, il y a des circonscriptions où la population a diminué. Et donc, ça, c'est une condition sine qua non. À moins que l'on dise qu'on va organiser seulement l'élection présidentielle et laisser les autres élections. Oui, là, ça peut s'expliquer. Mais en termes de coûts, c'est en termes de coûts que ça sera de plus en plus difficile. C'était pratiquement parmi les raisons lors des échéances passées. Tout à fait. L'on est allé uniquement avec la présidentielle et les législatives nationales et provinciales. Tout à fait. Et sénatoriales. Et puis, on s'est arrêté par là. Et donc, ici, la loi sur la répartition des sièges est attendue au mois de mai prochain, puisque cette session va jusqu'au 30 juin. La contrainte du temps, c'est là que je vous reviens quand vous dites que l'obligation est faite d'auditer d'abord le fichier électoral avant qu'on puisse aboutir à cette répartition des sièges. Mais vous ne voyez pas que la contrainte du temps se pose et qu'il y a risque que l'on puisse faire les choses dans la précipitation, question que les étapes soient respectées et dans la suite, on puisse biaiser la procédure. Bon, en fait, le risque est très, très permanent. Oui. En fait, lorsque on s'intéresse justement à l'avenir, c'est que ça c'est la prospective politique en principe qui éclaire ce genre de choses. Quand vous vous intéressez à l'avenir, c'est que vous devez savoir résumer les risques
Quand vous résumez des risques, ça signifie que vous dégagez de voies et moyens par rapport à tout ce que vous faites là comme risque. Et donc, la fonction que ça vous donne, c'est que vous avez la réduction de l'incertitude et deuxièmement, vous avez la priorisation des actions. Et donc, à partir du moment où les risques sont permanents, et donc il revient aux différents acteurs, à chaque niveau, la CENI, l'Assemblée nationale, de réduire les incertitudes. Parce que l'idéal, le souci majeur, c'est que l'élection puisse être organisée dans le délai. Et donc, il faut que la loi sur la répartition des sièges puisse être faite au cours de cette session. Et donc, ne pas le faire, et déjà, ça pourrait conduire au glissement. Je pèse bien mes termes. À moins que l'on dise qu'on organise l'élection présidentielle d'abord et puis l'élection législative après. Oui, mais effectivement, tel qu'on le voit, il pourrait y avoir une certaine précipitation. De toute façon, il existe une session extraordinaire. De toute façon, les députés, ça c'est une lecture personnelle. Okay. Les députés n'ont aucun intérêt en soi d'y aller précipitamment. Parce que l'expérience que nous avons, le passé, nous démontre que lorsqu'on organise l'élection, c'est à peine 10% des députés qui reviennent. Et donc, on renouvelle l'Assemblée nationale à 90%. Et donc, devant un tel scénario, devant une telle circonstance, logiquement, les députés ne pourraient pas se précipiter à ce que les élections puissent être organisées dans le délai convenu. Et donc, tous ces calculs. Et donc, moi, je crois que on ne peut faire ça que lorsqu'on arrive à auditer le fichier. Ça sera un élément important. On doit s'assurer que tout s'est fait de manière sincère et tout s'est fait de manière complète. Dès lors que cela n'est pas fait, si on procède à la loi sur la répartition des sièges, ça pourrait tant soit peu poser beaucoup de problèmes. Quel bilan dressé de l'opération d'enrôlement 4 mois après? C'était l'objet principal de ce nouveau numéro de votre magazine qui vous permet de comprendre l'évolution du processus électoral en cours en RDC. Les élections, parlons-en, a reçu le chef des travaux Maurice Banza, analyste politique et électoral. Nous sommes arrivés complètement à la fin. En conclusion, qu'est-ce que vous dites? Bon, en conclusion, en fait, ce que nous pouvons ici dire, c'est que les différents acteurs, y compris la commission électorale, ils ont tout intérêt à ce que les élections qui doivent être organisées puissent être apaisées, transparentes. Parce qu'une élection qui est apaisée, qui est transparente, c'est une élection qui écarte l'instabilité, qui écarte des violences post-électorales. Et donc, il faut que les différents acteurs se mettent ensemble. C'est vrai, c'est difficile face à certaines réalités de se mettre ensemble, mais c'est obligatoire pour eux, pour que nous ayons une élection qui est apaisée, qui pourrait faire à ce que, après le vote, que nous ayons des dirigeants qui sont redevables. Et donc, dès qu'on a des dirigeants qui sont redevables, les dirigeants vont répondre aux différents problèmes auxquels la population est confrontée. Et c'est d'ailleurs même ça, parmi les 3 fonctions d'une élection, c'est qu'on appelle conférer la légitimité ou retirer la légitimité aux dirigeants. Ça, c'est une des fonctions fondamentales d'une élection. Et donc, nous souhaitons que les choses se passent bien et que les gens se préparent bien, qu'ils usent bien d'une certaine tolérance, qui est un moyen efficace pour prévenir les conflits sociaux. Voilà ce qu'on peut dire en conclusion. Monsieur Maurice Banza, merci d'être venu. Merci, monsieur Manoua. Merci à tous les téléspectateurs. Nous vous disons merci à vous tous qui ne cessez de nous faire confiance. Vous nous avez regardé à Lubumbashi et ailleurs. Les élections, parlons-en, s'achèvent par ici. Vous avez la possibilité de regarder ce magazine sur YouTube en tapant Arc-en-Ciel RTV officiel. Restez sur votre télévision pour la bonne suite de nos programmes. Au revoir.